Bienvenue dans CRO & Co, le podcast qui décrypte l'art d'optimiser vos conversions et votre e-commerce à travers des conseils terrain, concrets et actionnables. Et CRO & Co, ce n'est pas qu'un podcast, c'est aussi une newsletter avec le récap de chaque épisode, des bonus exclusifs, de nombreuses ressources ouvertes à chaque épisode. Le lien est en description ou sur mon profil LinkedIn. Et ça fera aussi très plaisir à ma mascotte Croco. Quand on parle de CRO, on parle presque toujours du site web direct. Mais dans beaucoup de business, une grosse partie de la performance se joue ailleurs, notamment les ventes indirectes. Comme on est sur le podcast CRO & Co, dans cet épisode, on va voir 3 aspects. Comment piloter le CRO côté vente indirecte, comment l'indirect impacte la conversion et le CRO global du site direct, et comment arrêter de penser en silo pour raisonner en parcours global, avec comme question en fil rouge les ventes indirectes, cannibalisation ou complémentarité, et surtout comment orchestrer tout ça pour maximiser la valeur globale, pas juste le volume. Le CRO ici, c'est vraiment la maximisation de la croissance. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Blanc. Salut Nathalie. Bonjour Laurent. Ravi de t'avoir dans CRO & Co. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rôle et ton périmètre aujourd'hui ? Tout à fait. Je m'appelle donc Nathalie Blanc. Je suis directrice des ventes indirectes pour le groupe Pierre et Vacances Center Park depuis 10 ans. Je pilote donc le canot des ventes indirectes dans le groupe. Notre mission principale, c'est de remplir les ailes de saison et apporter des trialistes. Les trialistes, du coup, si on définit ? C'est des nouveaux clients qui n'ont pas eu accès, en tout cas, à notre web direct ou à notre marque. D'accord, donc une opportunité d'aller capter cette audience que le site direct n'aurait pas forcément eu naturellement. Donc c'est vraiment dans une vision de complémentarité à ce niveau-là ? Exactement. Très bien. Donc moi, je travaille aujourd'hui avec des OTA, comme Booking.com, Expedia, entre autres. Donc ça, c'est vraiment pour capter déjà une demande qui est très active. Donc les OTA pour Online Travel Agency ? Exactement. Avec des ventes flash, donc il y a VP, il y a showroom, il y a voyage privé. Donc là, on active généralement de l'émotion avec les clients. On a aussi les tours opérateurs, c'est pour vraiment adresser des segments ciblés et généralement de l'international. Et on travaille aussi avec les groupes EMICE, qu'on appelle groupes loisirs et séminaires. Donc ça remplit évidemment des ailes de saison. C'est une valeur ajoutée pour faire connaître nos produits. D'accord, très bien. Et globalement, au niveau du business, que ce soit au niveau de Pierre et Vacances ou Center Parks, le poids des ventes indirectes, on se parle de combien ? La vente indirecte, normalement, devrait représenter 30%. D'accord. Sur Pierre et Vacances, ça va représenter 30%. Je parlerai pour la France seulement, puisque Pierre et Vacances est extrêmement connu sur la France. À l'inverse, sur l'Espagne, ça va représenter 70% de ventes indirectes. C'est inversé sur des pays où la marque est moins connue. Center Park, on est plus sur du 20% puisque c'est une marque très forte en Europe. D'accord, ok. Donc effectivement, tu as des enjeux quand la marque est peu connue ou qu'on s'implémente déjà dans un nouveau marché. Les ventes indirectes peuvent jouer le rôle aussi de croissance de notoriété et de considération. C'est un peu ce que tu as dit là aussi. C'est exactement ça. C'est le cas de l'Espagne pour Pierre et Vacances. C'est un levier de visibilité pour la marque. C'est ça. Donc aujourd'hui, parmi tout ce que tu as mentionné, on va se concentrer vraiment sur les OTA, type Booking.com, et les flash sellers comme VP par exemple. Et la question qu'on va se poser, c'est comment on pilote, d'un point de vue CRO, ces canaux. Donc on parle souvent de CRO effectivement pour le site direct, beaucoup moins pour l'indirect. Mais première étape au niveau CRO, c'est la data évidemment. Quels sont les KPI que tu suis à ton niveau, que ça soit OTA ou flash seller ? D'ailleurs les deux, ils doivent être certainement aussi différents puisque l'approche et l'objectif n'est pas le même. Tout à fait. Donc sur les OTA, ce qu'on va piloter, c'est le revenu, le prix moyen, les durées de séjour. À quel moment se passe le séjour ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en vacances scolaires ? Est-ce qu'on est en midweek ? Est-ce qu'on est en week-end ? On va aussi piloter avec un benchmark qui va être fait en fonction de concurrence sur des zones géographiques pour voir si on est en lien avec la concurrence. Ça va être ce qui va être piloté sur les OTA et avec l'aide de tous les OTA, que ce soit du Booking.com, du Expedia, Family Trip et tous les autres avec qui on travaille aujourd'hui. Les ventes flash, c'est complètement différent. On le pilote parce que là, on va donner en fait un volume dédié. Or, les OTA, c'est de la connectivité. Donc, c'est ce qu'on a sur le web, les OTA les ont. Les ventes flash, c'est un volume dédié avec un prix vraiment pricé au minimum pour pouvoir faire non seulement connaître la marque, mais faire connaître aussi cette marque par des trialistes, des gens qui ne viendraient pas chez nous au début. Et c'est comme ça qu'on va piloter en fait avec VP, Showroom et Voyage Privé. C'est le nombre de nouveaux clients qu'on va pouvoir avoir sur nos parcs. Quand on parle de flash seller, on voit toujours, oui, c'est du dégrade, c'est de la promotion. C'est complètement faux. C'est des marques qui sont très, très, très fortes. Les voyages privés, les ventes privées, les showrooms, avec une forte notoriété sur la France
et ça adresse beaucoup de personnes. Et je ne dénigrerai jamais ce qu'est Vente Flash, qui aujourd'hui m'apporte beaucoup, en tout cas sur les 2 marques. Et donc du coup, là, on rebondit sur le point que tu as mentionné en introduction, l'importance de capture des trialistes, des nouveaux clients. Donc le taux de trialistes par opération de flash seller, c'est un des KPI que vous suivez et que vous cherchez bien entendu à optimiser. Toujours. Ouais. Toujours. On est généralement à 70% par offre de trialistes, qui est quand même un taux très élevé. Et il faut continuer à le piloter. Les gens qui vont sur VP sont adressés différemment par du CRM, évidemment, par des newsletters. Pareil pour Showroom. C'est des applications qui avancent vite, qui utilisent énormément la personnalisation. Donc, quand vous achetez quelque chose qui peut ressembler à votre marque, vous allez être ciblé. D'accord. Donc, si quelqu'un achète du Aigle, il va être ciblé pour une vente Center Parc, ce qu'on n'aura pas automatiquement. Ok, donc déjà ça c'est une démarche un peu CRO d'optimisation de la conversion. Tu viens de mentionner la personnalisation, c'est un volet essentiel bien entendu du CRO. Globalement, comment ça s'organise, que ce soit au niveau OTA ou flash seller? Comment se fait la construction d'une offre côté Center Parcs Spire et Vacances et les équipes côté flash seller? Alors je commencerai par les OTA si tu préfères. Vas-y, je t'en prie. Parce que je pense que c'est très important de savoir que sur Booking, Expedia et tous les autres Airbnb, nous avons des account managers dédiés pour Pierre et Vacances et Center Parcs. Ces personnes regardent nos performances, ont des datas qui dépassent ce qu'on peut imaginer. C'est des datas qui sont faits à la seconde en temps réel. Donc automatiquement, ils nous apportent énormément. Les datas que nous offre Booking, Expedia sont évidemment des pourcentages, ce n'est pas des chiffres clés, mais cela nous montre si on est en retard sur une destination par rapport à nos concurrents. Une fois qu'on sait ça, on va aller voir le revenu management et la vente directe, et on va leur dire, voilà ce que nous dit Booking, on est en retard sur cette localisation, en taux d'occupation, où on est trop cher. À partir de là, on va faire une analyse avec tout ce qui se vend en direct, et on va voir s'il y a un besoin. D'accord. C'est là où on va voir si on est en retard, c'est-à-dire que le direct, à ce moment-là, va nous dire, on n'a pas besoin, on remplit bien, pas de besoin autre que ce qu'on arrive à driver, ou, en effet, on va avoir des besoins, et là va se construire des offres que vous nous conseillez généralement Booking.com, Expedia et Airbnb, qu'on va devoir travailler et valider avec notre revenu management. D'accord. Et justement, vu qu'on reste sur les OTA, il y a des mécaniques, on reste toujours dans une approche un peu d'optimisation de la conversion, orientée de transformation. Je prends l'exemple de Booking.com, tu as différents volets comme des remises additionnelles dans le cadre du programme Genius, programme de fidélité de Booking.com, ou la possibilité par exemple d'avoir des prix mobiles aussi parfois. Ça fait partie aussi un peu d'un package de plans d'action qui pourrait vous proposer de façon ponctuelle, coup de poing pour aller... Ils nous le proposent régulièrement, puisque pour eux, c'est un avantage d'être Bien moins sûr. cher que notre site. Bien sûr. Cependant, c'est à nous d'être intelligents et de driver correctement cette demande ou ce besoin qu'on a et de ne pas faire automatiquement une vente mobile, une vente Genius, mais essayer de trouver d'autres façons de vendre. C'est-à-dire rajouter, par exemple, le petit déjeuner sur des résidences Pierre et Vacances. On va faire un test, on va voir que ça fonctionne. C'est un prix opaque, donc on ne peut plus jouer avec. L'algorithme de Booking.com est très sensible à justement tout ce qui est offre. Et pour bien se positionner, il faut savoir donner de l'offre si on veut recevoir de la demande. Il faut arriver dans les 4 premiers d'une page, d'une landing page de Booking.com si vous voulez convertir. Très bien. Donc ça se fait avec du contenu. Le contenu doit être excellent. Comment ça se passe au niveau du contenu? Donc on a des fiches produits pour des résidences ou des domaines. Qui est honneur en fait de la qualité du produit, enfin du contenu? Ça peut être la marque bien entendu, mais est-ce que les équipes aussi Booking peuvent faire une relecture? Parce qu'il est possible par exemple sur Booking d'avoir une feature en disant est-ce qu'il vous manque une information sur cette résidence, sur ce produit? Oui, non. Sinon, il y a une checkbox qui apparaît pour pouvoir justement dans un champ libre donner des informations. Donc ça, j'imagine que côté Booking.com, il y a des personnes qui les analysent, qui les relisent et qui remontent ces informations à la marque. Voilà, tout à fait. Booking est drivé à la demande. Donc, très facilement, nous, on va prendre notre fiche produit et on va mettre un check sur tout ce qui est déjà produit sur la résidence. On va leur donner les informations sur où est-ce qu'elle se situe, au niveau de la plage, au niveau de la mer, au niveau de la neige, etc. Et eux vont écrire eux-mêmes la description, en anglais en premier. Et ensuite, en fonction de la demande du client, elle va être traduite. Et ils peuvent faire aussi des remontées. Je parlais tout à l'heure d'une feature en disant des clients qui disent « il me manque telle ou telle info ». Je pense qu'à partir du moment où il y a une récurrence sur un point qui revient en disant « il me manque telle information sur ce produit », ils lèvent l'alerte aussi auprès de la marque pour dire « là, on a besoin de cette information » ou « donnez-nous du contenu pour enrichir cette fiche produit ». En fait, sur Booking.com, il faut atteindre 100%
pour tout ce qui est contenu. Ça va être le nombre de photos, la taille des lits, etc. etc. La taille des Donc c'est des critères en fait. C'est des critères. Et pour bien remonter sur Booking.com, il faut avoir 100%. D'accord. Et c'est un travail constant. C'est-à-dire qu'on change les images pour l'hiver avec la neige. S'il y a de la rénovation, on va changer. On va changer la taille des lits s'il y a des lits plus grands que les années d'avant. Donc tout ça, on va les ajouter. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de penser un peu package, bundle. Tu as donné l'exemple du petit déjeuner. Ça, c'est quelque chose qui vient justement, pareil, côté OTA, côté marque, les deux en phase de brainstorm, on va dire. Le parcours du direct est différent que celui de Booking.com. Ou Booking.com, quand vous arrivez sur une destination, vous allez choisir votre chambre. Sur le choix de la chambre, il va y avoir écrit petit déjeuner inclus, petit déjeuner non inclus. Dès que vous choisissez le petit déjeuner inclus, c'est inclus avec le prix de la chambre et c'est parti. À l'inverse, sur les sites directs qu'on a aujourd'hui, en tout cas dans le groupe, vous choisissez votre chambre et ensuite vous cliquez sur un add-on. Tout à fait. Voilà. Donc la différence chez Booking est là. En faisant ça, on a vu que la conversion était meilleure. Donc automatiquement, ça va aider notre direct à travailler sur éventuellement chercher la façon de faire du package. Ok. Et donc là, on a parlé de plein de choses déjà qui sont des techniques, on va dire, des tactiques CRO, personnalisation, tester du packaging et du bundle, des optimisations du prix via des programmes de Fit Genius ou des prix mobiles. Est-ce que dans la boîte à outils, on va dire, d'un outil comme Booking, il y a aussi d'autres volets clés qui peuvent recommander d'activer, qui font sens aussi pour optimiser la transformation? Il y en a énormément. Aujourd'hui, il y a deux façons de travailler avec Booking.com. Booking.com qui fait B2B2C ou Booking.com qui fait B2B. On a pris la décision de passer en B2B récemment sur Pierre et Vacances afin de donner au client final plus de choix. Déjà plus de choix sur les moyens de paiement qu'utilise le client. On parle à des clients qui sont à l'international et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a différents moyens de paiement qui ne sont pas offerts sur les sites internet du direct. Donc ça ouvre d'autres perspectives. Et c'est en ça pas de la cannibalisation. On va aller chercher des gens. Voilà. Les gens n'iront jamais acheter s'ils n'ont pas leur paiement nécessaire. Et Booking le fait. Expedia aussi d'ailleurs. Donc il y a aussi une partie très intéressante, c'est quand on fait des offres, on cible vraiment sur la localisation de l'origine du client. Aujourd'hui, on a des marques fortes en Europe, donc on va aller faire des offres géolocalisées sur les US, sur le Canada, sur l'Asie, pour vraiment montrer et faire connaître la marque à travers Booking.com et Expedia, entre autres. Il y a aussi tout ce qui est mis en place aujourd'hui sur les OTA, qui est ce qu'on appelle du travel ads ou du sponsoring, où on va acheter un espace, du média, au sein même de Booking.com et d'Expedia, sur une destination, sur une landing page de destination, où avec un coût par clic, nous allons payer et nous allons dire, voilà, on va mettre X 1000 € sur cette partie-là, on veut remonter en haut, et ça va se calculer en ROA, pareil que ce que vous calculez en direct. D'accord. Si maintenant on s'intéresse sur les mécaniques, on va dire CRO côté flash seller, il y a des réflexions sur effectivement des mécaniques d'offres, des concepts d'offres. Là, cette phase de brainstorm aussi, est-ce que ça vient 100% de la marque, 100% côté flash seller ou les deux? Ça vient des deux. On a des flash sellers qui vont packager, mettre en avant une expérience plus qu'une destination. Center Park, quand on parle Center Park, il y a une émotion qui va avec et on va ressentir ça dans le contenu que va nous proposer le flash seller, que nous allons réviser pour être sûr que le contenu soit correct. En ce qui concerne les offres, nous allons voir, nous, où on a besoin de vendre, c'est évident, là où on a des forts besoins, mais on ne va pas non plus dire on ne va pas donner du mois de juillet, on ne va pas donner du mois de décembre. On va essayer de penser au client final. Encore une fois, c'est vraiment le groupe Pierre et Vacances et pense aux clients et tous les clients sont bons. Il suffit de pouvoir leur adresser ce dont ils ont besoin. Donc c'est pour ça qu'on va faire des réductions importantes sur les flash sellers pour pouvoir plaire au maximum de personnes. D'accord. Et on peut faire aussi des packages où on va offrir des vélos lors d'une première réservation. On va aussi faire des packages avec Deep Nature, ce qui est faisable aujourd'hui sur du flash seller. Et est-ce que c'est des OP que tu peux faire exclusivement sur du flash seller et pas en direct? Ou alors, par exemple, que tu testes sur du flash seller et que tu reproduis sur du direct? Ou que tu as testé sur le direct et du coup, tu souhaites aussi le mettre en place
sur le flash seller ou un petit peu de tout ça? C'est un mélange, justement, c'est un mélange. On fait les tests avec Deep Nature, qui est notre partenaire sur Center Park. On a fait les tests sur les ventes flash il y a quelques années et on l'a refait sur le direct ensuite, sur une offre. On voit après comment ça fonctionne. Les offres vélo, on l'a fait, les offres de location de vélo, on l'a fait sur les ventes flash, évidemment pour tester. On l'a fait sur le direct et on mesure après le résultat et si ça fonctionne. Aujourd'hui, ça nous a permis sur le direct aussi de se dire que mettre en avant des offres qui ne sont pas seulement des réductions de tarifs améliore le parcours client et la perception du client de la marque. En ce moment, on a des offres pour que les enfants mangent gratuitement au Center Park. C'est ça. On n'aurait jamais fait ça avant si on n'avait pas fait tous ces tests sur l'indirect. Bien sûr. Et on rejoint quand même le fait de vendre une expérience de séjour plus qu'un hébergement seul, en fait. Exactement. Accompagné de remise, qui est quand même assez restrictif et réducteur par rapport à ce que peut proposer la marque. Et on va arriver justement sur ce point de débat ou de sujet, en tout cas, qu'on ouvre en disant effectivement les ventes indirectes, cannibalisation ou complémentarité, et où d'ailleurs. Sur la partie les ventes indirectes, c'est de la cannib. C'est quoi ta posture sur cette affirmation? Alors moi, je dis, dès qu'on pilote les canaux avec une vision, mais une vraie vision stratégique, on utilise tous les canaux. Il ne faut pas les opposer, il faut vraiment les mettre en complémentarité. C'est ça qui fait la force d'une marque. Est-ce qu'il y a des cas où tu recommandes clairement de ne pas pousser l'indirect et clairement c'est assumé en disant là, il n'y a aucune valeur, on le coupe. En revanche, on ira le chercher et l'activer quand il y a un vrai besoin, par exemple. Mais est-ce qu'il y a déjà aussi des guidelines aujourd'hui où c'est un no-go sur certains scopes? Alors, je ne dirais pas c'est un no-go, mais on va le travailler différemment. C'est jamais un no-go. On ne va jamais fermer un Booking.com puisque si un client vient chez Booking.com, c'est qu'il nous a trouvé par Booking.com. Ça peut être quelqu'un d'international, mais qui a besoin de venir à la date 2 ou qui a décidé de venir en février pendant les vacances scolaires de la zone C à la montagne. On ne va pas couper les ventes. Une chambre vide, comme beaucoup de personnes le disent, c'est une chambre qui ne rapporte rien. Donc il faut absolument avoir le maximum de visibilité et d'opportunités de vendre. Donc moi, je ne suis pas pour couper les canaux. Par contre, les piloter intelligemment avec différents moyens, différentes différenciations. Encore une fois, je parlais de package. Pourquoi pas mettre en avant un package sur Booking.com, Expedia, qui va être vendu différemment que sur notre site direct. Cependant, les mêmes résidences, les mêmes typologies seront là. Ouais. Mais il faut les vendre différemment. Ok, très bien. Et ben du coup, c'est une bonne liaison. Effectivement, la base, c'est d'avoir une vision et un pilotage clé, puisque chaque canal apporte ce dont on a besoin au niveau business. Donc là, on va s'orienter plus sur la partie complémentarité. Il y a des points que tu as déjà mentionnés tout à l'heure. C'est premièrement générer de la demande incrémentale pour aller capter une audience que le direct n'aurait pas pu toucher potentiellement. Donc là, on est vraiment sur de l'incrémentalité. On parlait tout à l'heure de travailler justement la visibilité en vitrine, la notoriété de marque et la considération, top of mind. Est-ce que tu vois aussi d'autres aspects au niveau de la complémentarité que peut représenter l'indirect? Ce qui est intéressant sur les OTA ou ventes privées en l'occurrence, c'est qu'on arrive quand même à contacter les clients quand ils arrivent sur nos sites. Donc c'est quand même des clients qu'on peut récupérer en direct avec leur adresse email et pouvoir les retargeter. Ce dont on s'est rendu compte, parce qu'on a fait des suivis, c'est que le changement du direct à l'indirect, du moins de l'indirect vers le direct, se fait à 3 voire 8%. D'accord. Donc moi je dirais ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est vraiment pour éviter la cannib, de vérifier où est-ce qu'on est fort. Si on est fort en France avec une marque française, essayer d'éviter un maximum des promotions sur Booking.com, Expedia, sur ce marché-là. Cependant, allez-y sur les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très important. C'est comme ça qu'on va faire connaître notre marque. Il faut voir l'indirect comme un canal d'acquisition. Tu captures ton trialiste. Tu as un enjeu quand même derrière, même si le taux peut être faible, mais toujours optimisable, de penser pas court terme avec ce canal qui a permis d'acquérir un trialiste, mais plutôt moyen-long terme pour l'inciter à revenir en direct et travailler du coup ce client, ce qui en fait du coup des ventes indirectes une porte d'entrée. Il faut ensuite travailler et miser sur une LTV, donc une lifetime value, sur ce client et créer de la valeur à long terme. Donc effectivement, tu as cette vision que tu peux avoir aussi très financière sur
les coûts que peut représenter l'indirect, le taux de commission dont on n'a pas parlé. Mais généralement, si tu peux nous donner une aiguille, que ça soit OTA ou flash seller, une fourchette sur les taux de commission qui peuvent s'appliquer. J'inclurai aussi les tours opérateurs. Ouais, Donc, on sera plutôt sur entre 15 et 24% de taux de com, sachant que ce taux de com est payé que quand la réservation est faite. D'accord, ouais. À l'inverse c'est sûr. de l'acquisition sur Google. C'est sûr. Par exemple. Donc, c'est à la performance, là, Exactement. pour le coup. Et bon, après, il faut prendre aussi, dans le cadre d'un flash seller, tu prends ton taux de com, mais aussi la dégradation additionnelle de ton prix, qui a quand même un cost of sales au final de ce canal. Mais effectivement, si tu penses coût d'acquisition avec une vision moyen long terme pour transformer ce lead, on va dire, ce client à récupérer en direct, c'est aussi à prendre en compte sur la partie de rentabilité. Je me dis que le client qu'on a eu via vente privée, showroom ou voyage privé, c'est un client qu'on n'aurait pas eu en direct. Si on met des offres, c'est qu'il y a un besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'offre. Sur ces flash sellers, bien sûr. C'est pareil sur les OTA, s'il n'y a pas de besoin, c'est pas la peine d'aller créer quelque chose. C'est quand il n'y a pas de demande, quand c'est un peu mou, et on l'a tous vécu, le petit ventre mou, tiens, ça prend pas. Mais là, on va donner l'envie. Et l'envie, oui, avec le direct, on va faire du CRM, on va faire de l'Instagram, on va mettre du TikTok, on va animer tout ça. Ça a un coût. VP, showroom et voyage privé ont un coût. Cependant, on va travailler ensemble pour aller générer de la demande. Ils vont donner envie aux gens puisqu'ils ont des façons de faire le trigger de l'email où vous ouvrez et vous voyez. Et Center Park ou Pierre et Vacances étant des marques quand même connues, les gens cliquent. Il faut aussi savoir que sur la spécialité de VP et de showroom, c'est qu'ils ne sont pas seulement voyage. Donc, ils ont aussi du retail. Et en fonction des marques qu'ils vont mettre en avant, ça peut être du Dyson, ça peut être du Burberry, ça peut être de l'IKKS. Il y a énormément de belles marques qui se trouvent sur ces flash sellers. Donc, je ne trouve pas que ça soit dégradant d'en faire partie. Et donc, pour rester sur le sujet de complémentarité, il y a donc ce sujet du plus que peut représenter les ventes indirectes. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est des clients qu'on n'aurait jamais eu en direct. Donc, on vient attaquer un sujet d'incrémental. Comment vous arrivez à mesurer justement cet aspect d'incrémentalité ? Alors, l'aspect d'incrémentalité, nous, on va avoir du mal à le mesurer nous-mêmes. Ce que va faire Booking.com ou Expedia, ils ont les données, ils ont les informations et ils vont vous dire voilà combien vous allez faire si vous ne faites pas l'offre. On vous dit vous allez avoir une incrémentalité de tant de room night en plus. Et une fois que les opérations sont faites, on a des analyses tous les quarters, donc avec notre account manager qui est extraordinaire, qui va nous faire toutes les analyses et nous montrer les graphes avec la partie incrémentale de l'offre. Si c'est de l'incrément de chiffre d'affaires, de volume, si c'est une réduction des annulations. Donc nous avons cet incrément. D'accord. Et nous le partageons évidemment. Très bien. Et maintenant, on va s'intéresser à un aspect qu'on a évoqué, c'est-à-dire tout à l'heure, on parlait de la capacité de transformer un client acquis via l'indirect en direct, 3 à 8% dont tu parlais. Il y a aussi une autre possibilité de capitaliser sur cette audience, on va dire, de l'indirect pour le faire acheter en direct. On sait que quand ça soit un client se balade sur Booking.com ou à une OP du type VP, il y a une probabilité, même forte, et d'ailleurs c'est quelque chose que vous avez certainement dû mesurer, qu'il se rende sur le site direct pour comparer, pour s'assurer qu'il y a une vraie remise, pour s'assurer de la parité tarifaire, pour s'assurer s'il n'y a pas forcément des avantages en plus. La vraie bataille peut aussi jouer là pour un site direct, d'aller capturer cette demande qui est quand même beaucoup plus chaude, qui est qualifiée, qui s'est déjà intéressée à un produit, qui est donc effectivement le niveau de qualification qui est beaucoup plus important, qui est plus mature. Qu'est-ce que selon toi doit avoir un site direct pour réussir potentiellement à convertir cette audience-là ? Alors déjà, sur tout ce qui est Booking Expedia, j'ai parlé à l'international. Donc pour moi, le site, s'il n'est pas dans plusieurs langues, déjà, c'est pas la peine. Il faut que la personne connaisse la marque. Il faut qu'elle ait confiance en la marque. Parce qu'aujourd'hui, si le client va chez Booking, et je vais parler de Booking ou d'Expedia, c'est qu'il a confiance en Booking et Expedia. Donc pour avoir confiance en la marque, il faut la connaître. Ouais. Donc en France, pas de sujet sur Pierre et Vacances. Vous êtes en Allemagne, vous êtes en Australie, en Brésil, puisque nous avons des clients de l'indirect qui viennent de ces pays-là, aux États-Unis, au Canada. Vous ne connaissez pas forcément Pierre et Vacances. Donc, vous allez faire confiance à Booking. Vous allez aller sur le site de Pierre et Vacances, vous allez regarder, mais vous allez faire confiance plus à Booking. Donc, vous allez déjà... le client va réserver sur Booking.com, c'est évident. Une fois arrivé à la résidence, c'est là où il va commencer à s'approprier la marque. Les choses qui sont en plus, en fait, des choses qu'il ne voit pas, qu'ils n'ont avec Booking.com. Ces petites valeurs ajoutées. Je pense aujourd'hui au lancement de la... fidélisation Friends de Center Park,
ou vous ne l'avez pas si vous êtes en indirect. C'est ça. Et ça, Et ça a une c'est vraie une vraie valeur. reason to book pour le coup sur le direct. Mais bien sûr. Là, il y a bien des sûr. vrais avantages exclusifs. Il y a une possibilité, je pense aussi, de clients qui viennent au-delà de comparer le prix, potentiellement avoir des informations additionnelles sur le produit. Ça peut être des photos en plus, des contenus en plus. Du film, beaucoup de Du films. film, de la vidéo, ouais, tout à fait. Donc du média qui est riche. Et tu parlais tout à l'heure, c'est très orienté accommodation pour le coup. Il y a des tests de packaging avec le breakfast, mais sur les sites directs, tu peux aussi avoir beaucoup plus de choix sur les add-ons, sur les activités et les services qui viennent enrichir ton séjour. À première vue, même si ça pourrait se proposer dans un second temps post-achat, mais avant même de finaliser, ça peut aussi être une des raisons. Donc c'est vrai que là, on vient de citer déjà quelques arguments qu'un site direct pourrait valoriser pour donner des raisons de passer par le direct. Programme de feed, on en a parlé. Un contenu qui est beaucoup plus riche, qui crée de la réassurance aussi. Voilà, c'est pas que le prix, c'est aussi sur la perception de valeur qu'il faut jouer. C'est exactement ça. C'est pas seulement le prix, c'est qu'est-ce qu'on achète quand on vient sur le site direct. C'est ça. Quand on va sur un site, un OTA, on achète juste un hébergement. Ouais. Faut juste se dire ça, même si on a le package en plus du petit-déj, c'est pas une expérience. Bien sûr. Quand on va sur un site sur Pierre et Vacances ou sur Center Park, on achète une expérience, ce qui va avec les animations qu'on va mettre en avant, tout ce qui se passe aux alentours des résidences ou des Center Park, des choses à visiter. Alors Booking le fait maintenant, mais on connaît mieux nos produits que Booking.com. Bien sûr. Donc automatiquement, on sait quoi mettre en valeur. Très bien. Et pour faire maintenant un lien avec les flash sellers, quand une OP est lancée sur VP pour une semaine, 10 jours, est-ce que vous recommandez aussi, ou en tout cas VP recommande, comment on anime en fait le site web du direct pendant ce type d'OP? Ça ne sert à rien potentiellement, j'imagine, de pousser les mêmes choses qu'une OP VP, puisque de toute manière, ils seront plus intéressants au niveau tarifaire. Et en même temps, il y a une opportunité de capitaliser sur une audience croissante qui provient de VP. Comment on capitalise sur ce carrefour d'audience pour, j'imagine, leur montrer autre chose? Est-ce que tu as des recos aussi sur comment animer un site direct pendant des OP indirects? Alors, les flash sellers, nous, quand on les anime, et je suis très transparente avec eux, on les anime pour faire aussi de la visibilité sur notre site direct. C'est-à-dire qu'on va donner certaines typologies et pas d'autres. L'exemple de Center Park, on n'a pas donné de VIP, on ne donne pas de thématisé, qui sont quand même quelque chose au niveau expérience de très fort chez nous. Chez Pierre et Vacances, les grandes typos qui se vendent très vite ne vont pas être sur VIP, ni sur showroom, ni sur voyage privé. Donc ce qu'on va mettre en avant sur ces flash sellers, c'est des cottages et des typologies d'appartements. Même si vous poussiez par exemple le même focus, exemple vacances d'été, tu as quand même cet avantage sur le direct d'avoir beaucoup plus de stock, qui est un argument que tu peux valoriser aussi Tout à fait. en reasons to book en direct aussi. Tout à fait. Beaucoup plus de choix. Tu n'as peut-être pas la promo, qui elle est beaucoup plus agressive sur la sélection de typos et de stock que tu as sélectionné pour l'OP. En revanche, tu as beaucoup plus de choix qui peuvent aussi intéresser d'autres types de clientèle. Et découvrir par la même occasion la marque et finaliser sur le direct aussi. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que s'ils ne trouvent pas la typologie qu'ils souhaitent, ou si elle n'est plus disponible, puisque c'est un stock limité qu'on donne, ils vont aller sur le direct le chercher. Comment j'anime le direct? Je prendrai plus l'exemple de Center Park. C'est au moment où je fais une vente flash, showroom ou VP, je vais animer différemment mes autres typologies, qui sont les VIP et les thématisés. On les animera en même temps. On ne parle pas aux mêmes audiences, on parle à des clients directs qui ont l'habitude de nous voir, qu'on va aller chercher. Les clients qui vont regarder via VP vont savoir qu'il n'y a pas les thématisés VIP. Cependant, on va faire une offre en parallèle qui peuvent être intéressantes aussi pour eux. On fait évidemment des checks à chaque lancement de VP, showroom ou voyage privé, de voir s'il y a une montée de trafic sur le web. Et ça a été vraiment valorisé. C'était démontré que ça se corrèle avec une croissance de trafic derrière. Ce n'est pas cannibalisant. Et du coup, comme tu disais, en fait, c'est intéressant aussi de proposer une offre flash pendant cette période sur on va dire un scope différent, puisque en fait, c'est vrai que tu attires une audience qui est intéressée par la promo, qui est price-driven, promo-driven, et donc en fait, le fait d'atterrir sur le direct, avec une opération flash aussi orientée, réduction de prix évidemment, mais sur un scope complémentaire, t'augmentes tes chances de convertir, puisque tu réponds à une audience qui justement recherche les bons plans. Donc globalement, garder l'aspect, si on résume, promo qui fonctionne bien sur cette audience type flash seller et tabler sur un scope complémentaire pour aller justement ne pas rentrer en cannibalisation mais bien via un scope complémentaire. Tout à fait. Très bien. Et le dernier point maintenant sur cet aspect de complémentarité, de valeur ajoutée qu'apporte l'indirect, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est voir l'indirect comme un laboratoire de recherche. Donc on a vu, côté flash seller, on peut tester des mécaniques
Si elle fonctionne, on peut le reproduire sur le direct. On peut tester des wordings qui peuvent déclencher l'achat, des bundles, des packages qui performent. Il y a également utiliser l'indirect, et là je vais prendre plus le cas de l'OTA par exemple comme benchmark au niveau de l'UX, parce qu'il joue beaucoup sur la rareté, le sentiment d'urgence, potentiellement des parcours qui sont simples. La simplicité, elle est clé sur l'indirect, et certains clients, prospects en tout cas, qui se rendent sur le site direct et là qui se retrouvent face à un parcours qui est hyper complexe, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Donc ça donne aussi des insights en termes de recommandations et de parcours UX. Voilà, j'en ai cité quelques-uns, simplicité, rareté, urgence, qui sont des mécaniques un peu plus de stress marketing. Mais voilà, tu as aussi l'indirect ou même des flash sellers dont on peut s'inspirer pour tester des mécaniques que eux implémentent. Et on se dit globalement qu'avec des usines à gaz comme eux qui font des tests dans tous les sens, si c'est toujours en place et ainsi de suite, ça doit fonctionner. Donc ça peut aussi donner des bonnes idées au direct en termes d'approche CRO. Je dis l'essentiel, c'est que les équipes travaillent ensemble et se parlent, que ce soit le direct et l'indirect. On apprend énormément l'un de l'autre. Autre aspect, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement la partie discovery que peut apporter l'indirect. Donc toutes les datas à disposition, où est-ce qu'on est meilleur ou moins bon sur des destinations, sur des dates de recherche, sur des prix. Tout ça, c'est autant d'insights aussi qui peuvent venir aider, comme tu disais tout à l'heure, le revenu management, le pricing, pour optimiser aussi le direct. Et donc ça, c'est une vraie richesse aussi, toutes ces datas qu'on peut et tous ces apprentissages qu'on a via l'indirect pour l'injecter ensuite en tant que learnings dans le direct. Donc voilà, je pense qu'on a couvert quand même pas mal d'aspects sur tous les bénéfices. Il y en a bien entendu plein d'autres. On n'a pas le temps de couvrir l'intégralité lors de ce podcast, mais ça donne déjà quelques billes sur comment capitaliser aussi sur tous les apprentissages de l'indirect pour améliorer la conversion aussi du direct. Ça, c'est l'état des lieux actuel. Maintenant, si on se projette un peu sur l'avenir, comment tu vois évoluer le rôle des ventes indirectes dans les prochaines années ? Alors, si on parle des ventes indirectes et si on reste sur le focus qu'on a eu depuis le début, qui sont les OTA et les ventes flash, je dirais qu'il va être essentiel. Parce que quand on parle à des bookings, des Expedia, et je parlerai surtout de ces gros-là et de Airbnb, ils ont énormément de data, non seulement ça, ils sont très agiles. Ils sont très gros, mais ils sont très agiles. Et donc, avec l'IA, je pense qu'on risque de se rendre compte que financièrement, ils auront les moyens d'intégrer beaucoup plus rapidement le chat GPT qui va vous faire votre parcours de 2 semaines dans un pays étranger en vous donnant le lien à cliquer directement sur Booking.com. D'ailleurs, ça existe déjà aux États-Unis sur Booking, du moins sur le chat GPT US, où il y a un lien sur l'hôtel en fonction de ce que vous avez dit sur vous. Donc, il personnalise l'hôtel qui va aller le chercher chez Booking.com. Et donc, ça va révolutionner énormément l'indirect, puisqu'on ne saura plus comment jouer avec l'algorithme aujourd'hui. Et ça va être un gros problème, puisque ça va être encore plus de personnalisation qu'aujourd'hui, qui est déjà vraiment un summum sur Booking et Expedia. Là, c'est le chat qui va aller le chercher, c'est l'intelligence artificielle qui va vous analyser, qui va vous dire vers où il va vous amener, et vous allez avoir le lien pour cliquer directement. Que ce soit des visites de musées, que ce soit les restaurants, en fonction de vos goûts. Donc, je dis que l'indirect est essentiel puisque on sait que ça avance et on sait que ça va vers là. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut se dire aussi que le direct sera toujours là puisque certaines personnes ne vont pas y aller. Donc, on a ce mélange de choses ou peut-être que justement, et ça, c'est les questions. Moi, je suis désolée, je ne suis pas devin, sinon j'aurais joué au loto et j'aurais gagné. Et non, donc, ce qu'il faut se dire, c'est que demain, peut-être que parce que ces sites directs sont tellement spécialisés dans le contenu que n'ont pas les OTA. Peut-être que c'est ceux-là qui vont remonter en plus sur ChatGPT. Donc, ça reste très flou. Il va falloir être très vigilant, regarder ce qui se passe et être prêt à vite agir. Ouais. Donc, IA, personnalisation, accélération. Donc, à suivre, plein de beaux sujets. C'est déjà en cours de test aux US, comme tu l'as mentionné. Donc ça risque d'arriver plus vite que prévu, dans tous les cas. Très bien. Écoute, maintenant je te propose, la tradition le veut, de terminer avec la boîte à croco. Donc c'est une série de questions flash, des réponses très courtes. Globalement, une ressource ou plusieurs ressources, ça peut être des livres, des podcasts, que tu recommandes pour progresser, alors en CRO au niveau business ou même plus large si tu le souhaites. Mais voilà, des ressources qui te sont chères et qui apporteraient une valeur, en tout cas, à ceux qui nous écoutent. Alors, au niveau business, j'oserais pas, avec l'évolution qu'il y a aujourd'hui sur l'IA, j'oserais pas m'avancer sur des lectures
puisque c'est obsolète. Ouais. Ok. Par contre, au niveau mindset, le seul et unique livre de chevet que j'ai, c'est Who Moved My Cheese. Ça m'a aidé à résister à des envies de non-changement. Ça m'a aidé à embrasser le changement. J'ai les 5 Choices aussi, qui m'a appris à prioriser et fait que je me focus en what matter et que mes équipes se focus en what matter régulièrement. Et le Think Fast, Think Slow, Thinking Fast and Slow, qui est un livre qui m'avait été conseillé parce que je suis très intuitive, très rapide, et il faut apprendre des fois à penser plus lentement pour être sûr de ne pas faire d'erreur, sans oublier son intuition. On parlait de livres pour le mindset, mais on peut tout à fait faire le lien avec le CRO. Tu as parlé tout à l'heure déjà de priorisation, de focus. Donc c'est clairement un des enjeux aussi de se dire, on a plein d'idées, on a un backlog qui est rempli, on a plein d'optimisations possibles. Elles n'ont pas toutes le même impact, donc la prio est clé. Et là, ça peut aussi aider. Et pour le deuxième point, c'était également, au-delà de l'intuition, prendre le temps. Ça peut être aussi justement avoir cette phase de poser un maximum de data pour avoir des décisions qui sont réfléchies. Donc là aussi, on peut faire le lien avec le CRO pour être data-driven dans cet aspect-là. Je te remercie Nathalie pour tout cet échange. On a pu voir que les ventes indirectes, c'est un vrai levier tactique au service d'une stratégie CRO et business global. Et faut penser long terme, moyen long terme, mais pas forcément court terme. Miser sur une LTV, comme on avait dit tout à l'heure, avec une capacité de transformer un client acquis en indirect en direct. Penser plus large et parcours et pas forcément silo et canal indirect uniquement. Et la clé, c'est vraiment de piloter en valeur, pas juste en volume. Merci à nouveau Nathalie. Merci beaucoup Laurent. C'était top. Et donc si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous à la newsletter CRO & Co. Vous y retrouverez le récap, les ressources, les bonus exclusifs. Le lien est dans la description sur mon profil LinkedIn. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous, notez-le, partagez-le. À très vite pour un nouvel épisode de CRO & Co. Et d'ici là, testez, itérez et optimisez. Salut Nathalie.